vérité au cœur de l'information. Le Togo est classé deuxième pays en matière de gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le continent africain. La preuve, son économie s'est montrée résiliente face à la pandémie. Plusieurs mesures ont été prises et le pays partage ses expériences avec les autres, notamment les moins avancés ce dimanche. Ekwesala nous donnera plus de précisions dans un instant. Les élèves afghanes ont repris le chemin des classes hier. Les filles ne sont pas autorisées à retourner à l'école. Et puis le slam inspire de plus en plus la jeunesse togolaise. Vous allez les voir, ces jeunes déclament des poésies pour faire passer des messages. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal avec les travaux d'aménagement de la nationale numéro 5, la route Lomé-Palimé. Il est prévu de bitumer plusieurs rues dans la ville de Palimé. Le gouvernement veut donner et doter cette ville d'infrastructures routières modernes afin de booster les économies et les activités socio-économiques et touristiques. L'état d'avancement des travaux avec Chazmna Baga. Ville pittoresque, ville touristique. Palimé se projette désormais comme un centre urbain moderne. Cette vision se concrétise ici avec le renforcement du réseau routier en cours dans la ville. On parle de 14 nouvelles rues aménagées pour un linéaire de 14 km 300. Les travaux consistent à faire un élargissement de la route existante, ensuite de réaliser les couches de chaussée, fondation et base. Et la couche de base sera recouverte par une couche de béton bitumineux de 5 cm sur l'ensemble des rues à réhabiliter. Il est également prévu des ouvrages de drainage, notamment des caniveaux et des dallots pour assurer la mise hors d'eau des différentes rues à réhabiliter. Les travaux exécutés en mode fast-track ont permis de reprofiler en un temps record plusieurs voies, donnant du coup un nouveau visage au quartier environnant avec à la clé un impact socio-économique sur les usagers et les riverains. Sur l'ensemble des 14 rues à réhabiliter, nous avons pratiquement réalisé 6000 mètres de travaux de chaussée et les 6000 mètres sont déjà prêts à recevoir le béton bitumineux, à savoir le goudron, qui est la dernière couche sur laquelle la circulation sera ouverte. Avec la décentralisation, le chef de l'État a mis un accent particulier sur Palimé pour permettre au Palimé de retrouver son essor datant. Nous saluons ces travaux-là. Et je reste persuadé que d'ici bientôt 1 an, maximum 2 ans, Palimé va être profondément transformé. Et ça va booster l'économie de la commune, sans compter les sites touristiques qui sont en plein développement. Et je voulais dire merci au chef de l'État, au nom de la population des Grands Couteaux. Donc, les filles doivent être kaba c'est vrai que mi onto mi di nene ta ko wo fi client le va na mi fin donc mi adak bena toko be du do là. Avant il y avait les accidents parce qu'il y avait des trous. Donc maintenant quand même on sait comment gérer la situation. Alors, on remercie le chef de l'État et il n'a qu'à faire plus que ça. On a besoin de l'évolution du pays. Comment on a fait une nouvelle route, la ville de Palimé est belle, plus qu'avant. Quand les gens passent là, ils voient mon intérêt et ils viennent. Au début, il y avait l'eau et il y avait les embouteillages aussi. Il y avait aussi, quand tu marchais, la poussière, parlant de la poussière, et les trous de gauche à droite. Maintenant, c'est facile à passer sans difficulté. Le travail est tellement impeccable. Travail impeccable, mais aussi difficulté. L'entreprise Ebomof, exécutrice des travaux, en est souvent confrontée. Conséquence, le chantier connaît un ralentissement. Ici, nous avons des difficultés pour disposer entièrement de l'emprise sur la plupart des rues. La libération d'emprise en termes de libération de bâtiments qui sont frappés d'alignement, libération d'emprise en termes de déplacement des réseaux des services concédés, à savoir l'eau, l'électricité, le téléphone.
Donc nous sommes très souvent confrontés par la lenteur au niveau de ces déplacements de réseau et ça affecte l'avancement des travaux. Pour faire face à ces différentes contraintes qui ralentissent les travaux, l'entreprise Ebomaf a développé une stratégie novatrice dite du double front. Pour ce qui est de la route principale, qui fait 114 km, nous avons dans notre organisation 2 fronts. Il y a le front de Lomé qui vient vers Amouzoukope et il y a le front de Palimé qui part vers Amouzoukope. Donc c'est le front de Palimé qui part vers Amouzoukope que vous avez constaté en activité à l'entrée de la ville de Palimé. La stratégie consiste à vite achever les travaux dans le temps et terminer bien avant la fin du délai contractuel. Nous sommes déjà à environ 50% des travaux et nous n'avons même pas encore consommé 50% du délai. Ça veut dire que nous sommes en avance. Pour consolider cette avance, mais aussi construire une route robuste et moderne, l'entreprise Ebomaf a mobilisé sur le front ouest d'importants moyens matériels, humains ainsi que des équipements technologiques de dernière génération. Les travaux d'aménagement de la route Lomé-Palimé sont prévus pour une durée de 36 mois. De la route, rendons-nous sur le fleuve Oti. Les déplacements sur ce fleuve sont désormais rendus faciles pour les riverains. Ils ont reçu du matériel d'embarquement et autres accessoires. C'est un don de l'Agence nationale de la protection civile aux populations du Grand Oti et ça va résoudre les problèmes de noyade et de chavirement. Gérard Lagoudou. Traverser le fleuve Oti ne se fera plus à bord du matériel frappé par la vétusté ou encore de fabrication purement artisanale. Pour freiner les dégâts et éviter les pertes en vies humaines, le ministère en charge de la sécurité, à travers l'Agence nationale de la protection civile ANPC, a remis ce matériel d'embarcation à la population du Grand Oti. Pendant les moments de creux, quand il n'y a pas assez d'eau, les petites pirogues peuvent facilement permettre, parce que même les gens peuvent marcher dans le cours d'eau, les petites pirogues peuvent leur permettre de traverser. Mais pendant le mois de creux, et lorsqu'il y a fort courant, les petites pirogues ne peuvent même pas faire le travail. Là, on assiste malheureusement à des chavirements. Avec ce moyen, on est sûr que, en tout cas, le problème de chavirement est réglé. Et à la population, je demanderai de respecter le quota. Le nombre de places n'est pas donc prévu dans l'embarcation. Pas de surcharge, pas de transport, n'est pas donc de marchandises dépassant le gabarit de l'embarcation. Tout ça doit être bien géré pour que l'embarcation puisse jouer effectivement son rôle au plus grand bonheur de la population de l'Oti Sud. Joie et soulagement pour les riverains du fleuve Oti. Désormais, leurs déplacements se feront en toute sécurité. Les mots nous manquent même à remercier le chef de l'État que quand il s'agit de l'épanouissement de son peuple, il ne dort pas. Ça va nous permettre de nous rallier très vite à nos peuples qui sont dans les autres localités au-delà de la rive. Ça nous permet de résoudre déjà un problème en attendant qu'un ouvrage d'art soit fait pour relier Simbou à Tchamonga. L'embarcation va permettre de désenclaver la population de Simbou, aussi bien vers Tchamonga que vers Mandouri. Il y a des techniciens, des formateurs qui viendront pour former le personnel navigant qui sera désigné par la préfecture afin que ce matériel soit utilisé à bon escient. Le préfet de Oti Sud, Fekimani Sambiani, a également exprimé sa gratitude au chef de l'État et au ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour leur écoute permanente des populations, surtout dans les zones à risque. Il a appelé les bénéficiaires à faire bon usage du matériel pour inciter le gouvernement à mener encore d'autres actions au profit de la localité. À présent, les derniers échos de la pandémie dans le monde, direction Londres. Par exemple, le pays a assoupli les mesures pour les voyageurs. Les personnes vaccinées n'auront plus besoin d'effectuer un test avant leur départ vers l'Angleterre, surtout si elles ne viennent pas de pays à risque. Suivez ce reportage de nos confrères de Euronews. Londres assouplit ses mesures de restriction anti-Covid pour les voyageurs. À partir du 4 octobre, les personnes vaccinées n'auront plus besoin d'effectuer un test avant leur départ vers l'Angleterre, à condition qu'ils ne proviennent pas de pays à risque figurant sur liste rouge. Par ailleurs, dès fin octobre, le test PCR exigé au 2e jour après l'arrivée sur le sol anglais sera remplacé par un test antigénique moins coûteux.
À travers ces simplifications, le secrétaire d'État britannique au transport entend restaurer un peu de liberté tout en donnant un coup de pouce à l'industrie du voyage. De son côté, la France a atteint le cap symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, soit près de 75% de la population, 64% affichent un parcours vaccinal complet. L'Irlande, de son côté, se targue d'avoir le plus haut taux de vaccination de toute l'Union européenne. Plus de 10 000 jeunes âgés de 12 à 15 ans ont été vaccinés vendredi. Des milliers d'autres devaient l'être au cours du week-end. Enfin, aux États-Unis, 660 000 drapeaux ont été plantés devant le National Mall à Washington. Ils symbolisent les vies fauchées par le Covid-19. L'exposition permet de prendre conscience de l'ampleur des ravages d'une pandémie qui fait encore chaque jour près de 2000 morts en moyenne dans le pays. Et au Togo, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 24 599, 80 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 20 426, 261 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 3 960 et le nombre de décès malheureusement de 213. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moussafa Mijiawa. La mauvaise perception de la sexualité par les adolescents entraîne généralement chez ces derniers de graves conséquences sur leur vie. Et dans certaines familles, le sujet est déclaré tabou. Les spécialistes de la santé sexuelle pensent qu'il faut une éducation sexuelle pour faire prendre conscience aux jeunes filles. Ainsi, on pourra les éloigner des grossesses non désirées et des IST. Ils proposent d'ailleurs l'abstinence. Ce choix est-il facile? On en parle avec Antoinette Omar-Vovor. Des discussions comme celle-ci entre parents et enfants, l'on en voit dans presque toutes les familles. Mais de quel sujet discute-t-on souvent? On parle de tout et rarement du sexuel. Sujet difficile, voire tabou dans certains foyers. À défaut d'en parler en famille, certains jeunes préfèrent les centres d'écoute. Ce matin, Joséphine, 19 ans et vierge, est venue en consultation dans cette structure. Elle y vient souvent s'informer sur la santé de la reproduction. Moi, j'ai opté d'être vierge pour atteindre mes rêves. Donc, je me suis fixé des règles. Donc, je dois atteindre ce niveau avant de passer à autre chose. Je me base sur mes études. Donc, à chaque fois, j'ai un temps pour lire. Et l'autre temps, c'est pour suivre certaines émissions pour m'éclairer plus. Et à propos de ceux qui m'abordent, donc je les explique que je ne suis pas encore prête. L'abstinence sexuelle, c'est pour nous amener à éviter certaines situations. Par exemple, quand tu te mets avec une fille aujourd'hui, tu vas vouloir chercher, tu vas plutôt réfléchir à comment faire pour pouvoir avoir la fille. Voilà. Maintenant, si tu as eu la fille et, par exemple, la grossesse arrivait, tu vois que maintenant, tu dois commencer par un peu bousculer tout le monde pour pouvoir supporter ou parfois même chercher des moyens à pouvoir se débarrasser de cette grossesse-là. Ce qui fait que tu ne peux pas aller de l'avant dans tes objectifs. Lorsqu'il s'agit de l'abstinence sexuelle, le concours des parents s'avère important. Avec ma fille, on essaie de s'améliorer. Lorsqu'elle a un problème dehors, elle vient chez moi, elle m'aborde, elle m'a dit: maman, j'ai un tel problème, il y a un monsieur qui me drague. Je profite de cette occasion pour la conseiller de faire attention dehors. En ce qui concerne la fréquentation, je conseille toujours mes enfants en leur disant qu'il y a de mauvaises compagnies. Donc les mauvaises compagnies là ne te permettent pas d'atteindre tes objectifs, tes rêves. Parents et enseignants, tout le monde s'y met et de différentes manières. L'éducation sexuelle, c'est à la base déterminante pour l'épanouissement de tout adolescent. Dans le programme scolaire, aussi bien en SVT et dans l'éducation civique et morale, nos autorités ont instauré des chapitres qui concernent l'abstinence. On essaie toujours d'introduire un programme, des éléments pour que des spécialistes viennent parler du sexe à nos enfants. D'ailleurs, cette année, nous avons déjà programmé une rencontre avec les filles, uniquement avec les filles à la rentrée, afin de pouvoir les guider, afin de pouvoir leur donner les éléments qu'il faut
pour d'abord se surveiller, se défendre et faire valoir leur leadership. Dans les cliniques et centres de jeunes de la TBF, des jeunes sont accueillis et sensibilisés sur le sujet. En consultation, on prend le temps de savoir si elle a un copain ou pas. Et quand on pose, elle te dira oui, elle a un copain. Et on continue, on pousse la curiosité pour voir si malgré qu'elle a un copain, est-ce qu'ils entretiennent déjà des rapports sexuels. Elle pourra te dire non, je suis encore vierge ou bien je ne suis pas vierge. Et là, ça nous permet de voir, d'orienter la discussion avec eux. On essaie de leur parler des avantages de rester vierge. Et au moins, du moins, essayer de les faire comprendre le bien fondé, de repousser encore un peu plus loin le premier rapport sexuel. Au niveau des études, la personne ne peut plus bien aller à l'école parce qu'à force d'avoir des copains, il y a la déception en route qui va bloquer. Il y a ces maladies, infections sexuellement transmissibles qui sont là. ISC, VIH, SIDA, qui vont bloquer l'avenir de cette personne-là. Il y a ces grossesses précoces avec ces avortements clandestins qu'ils font aujourd'hui qui vont les empêcher d'aller à l'école. Quand nous pratiquons l'abstinence, ça nous épargne de beaucoup de choses. On aura moins de problèmes. Et parmi ces problèmes, la déscolarisation et des bouches à nourrir. Agenda chargé cette semaine pour la chef du gouvernement Victoire Tobega Dogbe. Elle s'est entretenue avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continental africain, Mene Wakele. Il est allé lui faire le rapport de la réunion de Lomé sur le bon fonctionnement du corridor Abidjan-Lagos. Madame le Premier ministre a également conféré avec les responsables de la Banque publique d'investissement de France. Ces derniers sont venus partager leur expérience avec les autres dans le soutien des entrepreneurs. Le résumé des audiences avec Koumou Poyodé. Le secrétaire général de la zone de libre-échange continental africain, ZLECAF, en audience à la primature, a présenté à Madame le Premier ministre Victoire Tobega Dogbe le rapport de la délibération de la réunion de Lomé sur le corridor Abidjan-Lagos. L'essentiel de ce rapport repose sur les dispositions à prendre pour le meilleur du fonctionnement du corridor. C'était à propos de comment ou dans quelle mesure améliorer l'efficacité de ce corridor. Donc, la grande décision aujourd'hui, ça a été le fonds pour la facilitation des échanges. Notamment, ce serait un moyen de pouvoir développer les infrastructures. La plus grande décision qui a été prise aujourd'hui. La Première ministre était ravie en fait et très heureux qu'ils aient pu faire ces délibérations parce que c'est un sujet qui est présent depuis quelques années. Le chef du gouvernement a également échangé avec les responsables de la Banque publique d'investissement de France. Ils sont venus partager leur expérience de plus de 10 ans de soutien aux entrepreneurs et à la jeunesse. Nous sommes venus à la fois partager notre expérience depuis plus de 10 ans dans cette institution, au soutien des entrepreneurs, de la création d'entreprises, de la jeunesse de nos territoires dans toutes les régions de France, et y compris de la diaspora. Eh bien, cette expérience, nous l'espérons, peut beaucoup inspirer ce que la République du Togo souhaite prioriser au profit de sa jeunesse, de ses entrepreneurs, de son écosystème entrepreneurial. S'ajoute à cela, bien évidemment, des grands projets, qui sont des projets sur lesquels nos entreprises ont beaucoup à apporter. Nous l'espérons également et nous portons aussi et nous les soutenons dans ces démarches-là pour aider la République du Togo à mener ces grands programmes de transformation dans les univers de la santé, de la digitalisation, de la simplification de la vie des affaires et également des infrastructures, qu'elles soient routières ou énergétiques. Madame le Premier ministre les a encouragés à plus d'initiatives pour accompagner le Togo dans ses efforts de relance économique. L'actualité hors du Togo, ce sont ces flux migratoires énormes constatés au sud des États-Unis d'Amérique. Plus de 10 000 migrants, essentiellement des Haïtiens, sont bloqués sous le pont dans un campement de fortune à la frontière avec le Mexique. L'administration américaine de Joe Biden veut procéder à des expulsions. Un sujet de nos confrères de France 24. Par centaines, ils rejoignent les milliers de migrants déjà présents sous le pont de Del Rio, à la frontière entre le Mexique et le Texas. Ils étaient moins de 2000 en début de semaine. Ils sont désormais près de 15 000 à avoir traversé le fleuve Rio Grande
pour trouver refuge sur le territoire américain. Ce sont en majorité des Haïtiens, mais certains viennent de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. Le maire démocrate de la ville frontalière s'attend à des milliers d'autres arrivées. Vendredi soir, il a décrété l'état d'urgence et fermé le pont à la circulation. Il commence à y avoir de l'agitation au sein des migrants. Les gardes-frontières ne parviennent pas à maîtriser la situation. Toutes les installations sont mises à rude épreuve. Depuis un an, les Haïtiens sont de plus en plus nombreux à tenter d'entrer aux États-Unis. Washington a élargi l'éligibilité des Haïtiens au statut de protection temporaire après l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet et le séisme qui a frappé l'île début août. L'opposition républicaine reproche au président américain d'avoir provoqué une crise migratoire en assouplissant les mesures de son prédécesseur Donald Trump. Les gardes-frontières n'ont pas assez d'effectifs pour répondre à la situation. Quand vous regardez ces plus de 10 000 personnes amassées sous le pont de Del Rio, vous voyez aussi le chaos qu'a créé l'administration Biden. Sous pression, le gouvernement a annoncé samedi une accélération des expulsions des migrants massés sous le pont de Del Rio. Ils seront renvoyés par avion dans leur pays d'origine au cours des 72 prochaines heures. En Afghanistan, c'est une rentrée 100% masculine démarrée hier. Sans surprise, les filles ne sont pas autorisées à reprendre le chemin des classes. Les enseignantes sont aussi exclues du système éducatif. Les progrès accomplis en 2 décennies réduits à néant et la communauté internationale s'inquiète déjà. Suivez plutôt. Des garçons uniquement pour la rentrée des classes du secondaire en Afghanistan. Le régime taliban n'a pas autorisé les filles ou les femmes enseignantes à reprendre le chemin des cours, suscitant l'indignation de l'UNICEF et l'inquiétude de la communauté internationale. Après son retour au pouvoir il y a un mois, le régime taliban avait pourtant assuré vouloir respecter les droits des femmes, mais ce début de règne du mouvement islamiste marque davantage un retour au fondamentalisme, comme l'a montré aussi le remplacement du ministère des Affaires féminines par celui de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Il n'y a pas de place pour le ministère des Affaires féminines dans le cadre de l'émirat islamique d'Afghanistan, souligne cette ancienne conseillère qui rappelle qu'il n'y a pas non plus de femmes dans le gouvernement taliban. Les femmes afghanes s'inquiètent pour leur avenir et demandent le respect de leurs droits fondamentaux qui avaient considérablement évolué depuis la chute des talibans il y a 20 ans. Elles avaient ainsi pu accéder à des fonctions comme juges, parlementaires ou encore pilotes, des métiers qui leur avaient été interdits par le régime fondamentaliste qui ne semble pas avoir changé. Et dans 8 jours exactement, les élèves togolais, eux, reprendront le chemin des classes, filles et garçons bien entendu. Les parents s'activent pour préparer cette rentrée et c'est la période des bonnes affaires pour les librairies par terre. Les bouquins de seconde main intéressent aussi bien élèves et enseignants et même les amoureux de la lecture. Les bouquinistes se frottent les mains. Un tour sur les voies jonchées de livres avec Arlette Lerimpo, un dossier présenté par Gerson Dovo. Des bouquins aux couvertures souvent usées, mais qui n'ont rien perdu de leur contenu. Dans les rayons ou à même le sol, ils attirent toujours la clientèle, toujours à la recherche du trésor intellectuel. Les livres, que ce soit par terre, regorgent de connaissances. Et vous savez qu'on dit que c'est à la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Donc je viens tisser la nouvelle corde ici. De vieilles cordes qui ont pour nom Mamadou et Bineta, le nouveau Bécherel pour la conjugaison et bien d'autres encore, du trésor pour tous les degrés d'enseignement. Les librairies par terre regorgent plus d'éditions que ce que nous trouvons dans les nouvelles librairies. Parce qu'ici, on trouve tout et on peut se former à partir de ces livres que vous voyez là. Mamadou et Bineta, par exemple, sont devenus grands, autrement dit plus au programme aujourd'hui, mais servent toujours, comme bien d'autres bouquins, des générations anciennes. Que ce soit en mathématiques, en physique, les annales, beaucoup d'annales, vous n'allez pas les retrouver dans les librairies. C'est ici que vous allez les retrouver. Donc c'est pourquoi moi, j'ai des enfants scolarisés et d'autres qui sont à l'université. C'est toujours ici que je me ressource. Et je vois à la fin d'année, le résultat ne me déçoit pas. Un plus, un grand plus pour l'apprenant de tous âges, et c'est souvent à la portée de toutes les bourses. Ça, sans la librairie par terre,
bon nombre d'élèves ne peuvent pas aller à l'école. Chacun trouve les livres à la portée de ses moyens. Donc ça a une grande importance dans la vie scolaire, dans l'éducation des enfants. Et aussi, ça permet aux parents de ne pas laisser les élèves ou bien les enfants s'ennuyer à la maison. Pour les parents eux-mêmes, c'est un véritable coffret de souvenirs pour des années bonheur à l'école. Il y a des livres intéressants, des anciens livres, des anciens romans qui ne sont plus du tout aujourd'hui dans les bibliothèques ni dans les librairies. De temps en temps, je viens ici pour me ressourcer parce que la lecture pour moi est une passion. C'est une grande passion. Ces anciens livres, ces anciens romans me laissent tellement de souvenirs. Je me rappelle encore mes années où je fus élève, étudiant. Librairie par terre ou librairie tout court, la culture, ça n'a pas d'âge. Bientôt 2 ans que la pandémie au Covid-19 nous agace. Il faut, selon les médecins, apprendre à vivre avec cette pandémie et tout en respectant les mesures barrières. Les économies doivent bouger et les pays les moins avancés pensent déjà à leur relance post-Covid-19. Par visioconférence est tenue une réunion ministérielle et le Togo, deuxième pays en matière de gestion du Covid-19 sur le continent, a partagé ses expériences avec les autres pays. Nous reviendrons sur ce sujet. Le slam, une nouvelle forme d'art oratoire en plein essor au Togo. Beaucoup de jeunes Togolais ont choisi de guérir les maux qui minent la société par des mots. Ils parlent généralement de la justice sociale, l'amour, l'intolérance, pour ne citer que cela. Ces jeunes slameurs suscitent admiration. Appréciez-vous aussi. C'est un reportage de Abouza Dadia, commenté par Dodo Hari. Comme menteurs ambulants, ils sont une dizaine d'artistes aujourd'hui à tenir debout le slam togolais. À travers les mots, ils font voyager. Il y en a parmi eux qui chantent l'amour et la vie, certains la justice sociale et d'autres le changement. Dans tous les cas, leurs œuvres séduisent de plus en plus la jeune génération. C'est le cas d'Edmond le Prince Parolier. Lui a choisi la voie de l'engagement. Ma vie est tout comme la vôtre. C'est pourquoi je me déguise en apôtre. Mon ambition dans l'islam, c'est d'être un slameur engagé pour la bonne cause de la société. Parce qu'être slameur avant tout, c'est être ambassadeur de la société. Simple amour de mes textes. À ce jour, la représentation féminine dans le slam togolais reste faible. C'est aussi ce constat qui a amené Migiab à cet art depuis 5 ans. Son défi, promouvoir le leadership féminin par le biais des mots. Il n'y a d'évidence que dans l'aisance. Et c'est quand on a des montagnes comme obstacle et des yeux comme armes qu'on ne tarde pas à voir combien fortes sont les larmes. Le thème général de mes textes, c'est la vie. Mais j'ai des textes qui parlent de la femme surtout. Parce que je me rends compte que dans notre domaine, il y a peu de femmes, très peu de femmes. Pourtant, il y en a qui sont très talentueuses, mais on ne les voit pas souvent. Je ne cesserai de déclamer haut et fort ma fierté d'appartenir à ce pays souverain du 27 avril. Ma joie, non, je ne peux la taire car mes compatriotes persévèrent. Oui, je suis fière d'être togolaise. Je parle de l'amour, mais aussi je parle des thèmes, des thématiques qui touchent vraiment notre société. Je parle de l'Afrique. Je parle voilà, de la jeunesse dans mon quotidien. Au cours de ces 10 dernières années, le slam togolais a beaucoup évolué. Pour maintenir le cap, la jeunesse montante est invitée à plus de travail. Entre le sud et le nord, je ferai taire ces rumeurs de disparité. Nous serons appelés à coexister. Il faut se cultiver, c'est de lire, c'est de regarder tout ce qui vous entoure, c'est d'être inspiré par l'environnement immédiat et aussi participer aux ateliers de slam. Quand on commence le slam, on essaie de faire comme un slameur qu'on aime. Alors le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'abord d'aller au-delà de tout ça. C'est ce qui va vous aider à accrocher plus de public, à aller beaucoup plus loin. Le Togo veut se positionner comme la capitale du slam en Afrique. Cela fait une décennie que le défi est lancé. En 2024, le pays va accueillir la Coupe d'Afrique du slam.
Une aubaine pour les jeunes slameurs togolais de prouver leur talent. Une histoire vraie quand j'étais dans les entrailles de ma mère. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.